Nouvelle attaque à l'arme automatique dans les territoires et nouveau drame. Une femme enceinte grièvement blessée et cette fois, pas de loup solitaire. C'est la branche armée du Fatah qui se dit être responsable. Et cette question récurrente, Israël peut et doit-il compter sur la coopération sécuritaire avec les forces de sécurité palestiniennes? Avant de développer cette question, c'est le Flash Actu Défense de la semaine. Bonsoir Myriam Aman. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Des coups de feu au cœur de Strasbourg, c'était mardi soir. La cible du tireur, le célèbre marché de Noël. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'attaque. L'assaillant a lui été blessé dans un échange de feu avec les militaires de la mission Sentinelle, mais il a réussi à s'échapper. Le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximum, le niveau alerte attentat, et une chasse à l'homme a été lancée. Des centaines de policiers et de gendarmes ont été déployés dans la région et aux frontières. La France est le pays d'Europe le plus touché par les attentats islamistes. Plus de 240 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes. En Israël, l'attentat contre des civils près de l'implantation d'Ofra a été revendiqué ce mercredi matin par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Dans son communiqué, la branche armée du Fatah qualifie l'attaque d'héroïque. Les brigades Al-Aqsa ajoutent qu'elles continueront par tous les moyens à combattre, je cite, l'occupation israélienne dans les territoires. Les relations déjà très tendues entre Israël et l'autorité palestinienne ne risquent pas de s'améliorer avec ces déclarations. Direction à présent le nord d'Israël avec la découverte d'un troisième tunnel qui traverse la frontière depuis le Liban. L'opération Bouclier du Nord se poursuit donc avec succès. Ce mardi, Binyamin Netanyahou s'est rendu sur place. La menace est claire, le Hezbollah n'a pas intérêt à bouger le petit doigt. Écoutez. Si le Hezbollah fait l'erreur et décide de nous attaquer de quelque façon que ce soit pendant notre opération, il subira une réponse dont il ne peut même pas imaginer l'ampleur. Voilà Mathias, une actualité défense-sécurité très dense. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Bonne soirée. Et avec mon premier invité, Ali Waqued, directeur de la rédaction d'I24 News Arabe. Bonjour, bonsoir Ali. Alors, on n'est pas d'accord, comme d'habitude, mais ça c'est une évidence. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa tentent de revendiquer, en tout cas revendiquent, publient un communiqué avec un communiqué où ils disent être responsables de l'attaque d'Ofra. Il y a plusieurs versions. Quelle est la vôtre? Quelles sont vos informations? Bon, mes informations, c'est qu'il y a des éléments du Fatah qui sont impliqués dans cet attentat. Je ne vois pas comment est-ce que le Fatah revendique officiellement l'attaque, réclame la responsabilité sur ces attaques, vu que le Fatah, c'est le parti politique du président palestinien Mahmoud Abbas, qui est accusé et par l'administration américaine et par le gouvernement israélien d'encourager la violence et d'inciter à la haine. Donc, j'imagine, je ne vois pas comment est-ce que le Fatah réclame officiellement. Ce n'est pas une première fois. Pourquoi un communiqué de la branche des martyrs d'Al-Aqsa? Vous savez, Mathias, moi, des communiqués falsifiés, j'en ai connu plein tout au long de ces années de l'intifada. Il peut se faire qu'il s'agit de communiqués pour embarrasser Abbas, soit par ses rivaux à l'intérieur du Fatah, soit par le Hamas. Le Hamas a un intérêt que la violence dégénère en Cisjordanie pour que ça ne soit pas une confrontation directe entre Hamas et l'armée israélienne. Le Hamas sait très bien que les forces armées de l'autorité palestinienne peuvent se transformer potentiellement en une menace sur la sécurité israélienne, sur l'armée israélienne. Et ce que moi je connais, c'est qu'il y avait une certaine collaboration entre le Hamas et le Fatah pour mettre en place cette attaque qui a eu lieu il y a quelques jours, mais ça a été un signe de la part de la direction du Fatah, celle qui accuse Abu Mazen d'avoir renoncé à la lutte armée pour dire... Allez-y. Pour dire que pour les Israéliens, pour ce gouvernement en Israël qui ne croit pas dans la fondation d'un État palestinien, il faut que les Israéliens payent un prix pour ce dégel politique, pour le fait qu'il y a pas un horizon politique dans le processus de paix. Il faut bouger la communauté internationale, il faut faire bouger les Américains, les Arabes. En attendant, Ali Waqued, si je comprends bien, en gros, Israël, finalement, le Fatah ne paye plus les salaires des fonctionnaires à Gaza, c'est le Hamas qui frappe Israël. Israël qui parle au Hamas finalement contournant le Fatah qui riposte en Cisjordanie, donc Israël est pris en étau.
Absolument, mais ça c'est un signe pour le côté israélien. On ne peut pas continuer à manœuvrer entre le Fatah et le Hamas et ne pas attendre que un des côtés ne réagit pas à cette manœuvre israélienne. Et je rappelle, Mathias, dans les dernières années de l'intifada, c'était le Hezbollah qui a financé la très grande majorité des attaques, notamment tenues par la branche armée du Fatah. Et je n'exclus pas cette fois-ci aussi cette possibilité. Merci beaucoup, Ali Waked, d'avoir été avec nous. Alors, vous parliez de la situation en Cisjordanie. Nous avons voulu aller au plus près de ceux et celles qui vont prier sur le tombeau de Joseph à Naplouse. Regardez ce reportage et on parle justement de cette situation explosive sur le terrain avec notre prochain invité. Naplouse, à 14 km. Ce convoi de bus emmène des fidèles juifs en pèlerinage sur la tombe de Joseph, l'un des saints du judaïsme selon la Bible, enterré avec ses 2 fils en plein cœur de cette grande ville palestinienne. Et plus on s'y rapproche, plus la tension est palpable. D'abord, il y a ces panneaux, entrée interdite aux citoyens israéliens. Et puis, une fois que l'on franchit la barrière, ce policier des gardes frontières qui nous accompagne reçoit l'ordre de mettre son casque. Ce qu'on appelle la zone A. Donc c'est une zone qui est entièrement gérée par l'autorité palestinienne, donc où on n'a pas effet et on n'a pas le droit de rentrer non plus. C'est interdit à tous citoyens israéliens, enfin pour le moins, on va dire que les Arabes israéliens, eux, ils peuvent rentrer, mais nous, il vaut mieux pas. C'est le droit élémentaire qu'on réclame, mais apparemment qui est un petit peu compliqué à admettre pour nos voisins. Car tout ou presque a des allures de chaos dans ces rues de Naplouse, qui s'est transformée en cette occasion en ville fantôme. Comme si nous arrivions après la bataille, après les affrontements. En témoignent notamment ces blocs de pierre encore visibles au sol. Car bien entourés, dans ces bus blindés, nous avons l'impression d'être coupés du monde. Une impression qui se justifie par ces dizaines de soldats positionnés à chaque carrefour. Naplouse devient alors une ville forteresse, loin, très loin de la volonté de ses fidèles de venir en pèlerinage. Malheureusement, on n'a le droit que ça, on ne peut pas y aller la journée, on ne peut pas y aller ouvertement, on est interdit d'y aller. Contrairement aux accords d'Oslo où à la base on avait la permission, mais depuis la seconde intifada on ne peut plus rentrer ici. Alors on y va un petit peu comme ça, il y a des soirs où on n'a pas le droit parce qu'on nous annule, parce qu'il y a eu des problèmes sur le mont du Temple, où il y a eu des histoires qui se sont passées, ou des attentats comme ce soir, on a failli avoir des problèmes à cause de l'attentat d'Ofra. Au détour d'un virage, le mausolée de Joseph, un impressionnant dispositif de sécurité pour faire face aussi à la frénésie des premiers fidèles. Ces derniers courent pour tenter d'approcher au plus près du lieu saint. Car à l'intérieur, un esprit de cohue s'entremêle avec des danses et des prières. Il faut dire que cette visite correspond aussi à un nouveau mois dans le calendrier hébraïque et l'allumage de la 8e bougie de la fête juive de Hanouka. De venir ici, c'est toujours une grande émotion parce qu'on vient sur les pages de l'histoire du peuple d'Israël. Alors encore une fois, c'est malheureux qu'on ait besoin de l'armée pour venir sur le quai vert de Yosef, mais oui, on s'est senti en sécurité. D'ailleurs, j'ai même emmené mon fils avec moi. Si je pense qu'on n'était pas en sécurité, je pense pas que je l'aurais emmené. David, lui, a toujours les yeux qui brillent. Difficile d'imaginer que quelques rues plus loin, les émeutiers palestiniens veulent en découdre avec ces nombreux policiers et soldats. Entre 1996 et les affrontements sanglants de la deuxième intifada, ce mausolée de Joseph a déjà plusieurs fois été saccagé et brûlé. Un attentat à la bombe a même récemment été déjoué. Un problème presque insoluble entre volonté de ces fidèles juifs de prier dans l'un des lieux saints du judaïsme et une ville de Naplouse placée quasiment sous couvre-feu. Rafa Aboutarif, merci d'être avec nous, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne et analyste sécuritaire. On le voit, la situation sur le terrain reste explosive. Concrètement, où en est la coopération sécuritaire avec Israël ? Bonjour à vous et aux téléspectateurs. La coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne n'est pas bonne en ce moment. Selon moi, Israël coopère de moins en moins avec l'autorité palestinienne ces derniers temps car c'est la seule autorité qui est habilitée à le faire. Aujourd'hui, Israël passe son temps à tenter de satisfaire le Hamas, de concilier le Hamas.
Et ça ne plaît pas évidemment à l'autorité palestinienne. Et pour cela, Israël est moins efficace qu'avant dans son action défensive dans les territoires. Est-ce que cette non-coopération, justement, a une influence sur la recherche des terroristes de Barkhane et d'Ofra? Absolument. À mon grand regret, malgré toute la bonne volonté des services de contre-espionnage israéliens qui n'ont de cesse de tenter de retrouver les terroristes, sans la contribution de la sécurité préventive palestinienne, et je peux vous le dire en tant qu'ancien militaire, qui connaissent parfaitement le terrain, ils savent parfaitement comment retrouver les auteurs de cet attentat. Et c'est pour cela que l'autorité palestinienne aujourd'hui ne coopère moins avec Israël pour les raisons que je viens d'évoquer. Est-ce qu'on peut éventuellement s'attendre au retour de ce qu'on appelle la pressurisation de l'armée israélienne contre les villages où se trouvent les terroristes, comme on l'a connu au cours de la deuxième intifada? Cette pressurisation fonctionne de manière ponctuellement, mais quelquefois elles sont contre-productives car elles renforcent les villageois qui considèrent cela comme une punition collective. Et donc cette mesure est contre-productive. C'est pour ça qu'Israël doit absolument accentuer sa coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne qui a fait ses preuves. Israël doit reprendre cette coopération, cette voie dorée pour déjouer davantage d'attentats. Parce que l'autorité palestinienne est la seule habilitée à représenter le peuple palestinien en Cisjordanie. Est-ce que se prendre malheureusement son temps, parce que c'est en train de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire que l'armée israélienne opère avec minutie, est-ce que ça n'affaiblit pas le pouvoir de dissuasion de l'armée israélienne? Oui, vous avez raison. Israël, ces dernières années, la force de dissuasion d'Israël s'est étiolée. Et suite à certaines opérations qui ont été faites, ou des opérations qui n'ont pas été faites, justement. Il faut absolument que peut-être, il faudrait revenir à une politique d'opération ciblée. Ça pourrait dissuader peut-être notre ennemi. Y compris dans les territoires? Oui, absolument, y compris dans les territoires. Là où il n'y a pas de sécurité, si l'autorité palestinienne refuse de coopérer avec les services de sécurité israéliens, c'est à Israël qu'il revient d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et il ne faut pas délaisser évidemment les voies diplomatiques et politiques, qui est importante. Mais Israël aujourd'hui est un pays fort, avec des capacités de renseignement très fortes, des capacités militaires très importantes, et elle doit impérativement gagner cette bataille. Elle doit absolument tout faire pour éradiquer le terrorisme et mieux comprendre quels sont les mécanismes sociopolitiques dans les territoires palestiniens. Merci beaucoup, Rafa Aboudraïf. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne et analyste sécuritaire dans le Proche-Orient. Merci. Alors on change complètement de sujet, on va vers le nord parce qu'on va parler justement de ces missiles, de ces menaces de missiles qui se situent dans le nord. Brigadier général Shahar Shouchat, merci d'être notre invité depuis le salon de la défense antiaérienne. Vous avez été commandant de l'unité jusqu'en 2015. On parle en ce moment de la menace des tunnels, sauf que celle qui est la plus essentielle, c'est avant tout la menace des 120 000 missiles que possède aujourd'hui le Hezbollah. האיום הצפוני מבחינת המימד של ההגנה האווירית La menace sur le front nord du point de vue de la défense aérienne est depuis longtemps de niveau mineur et nous l'apercevons plutôt dans les débordements de tirs de roquettes, dans les combats entre les rebelles et les forces d'Assad en Syrie. Mais il est évident que c'est sur ce front que se trouve le potentiel de violence le plus problématique, de tous les points de vue, en quantité, en qualité et en capacité de nuisance. En conséquence, nos efforts sont centrés sur le nord.
Nous avons découvert ces derniers jours toutes sortes de tunnels dont nous nous occupons en ce moment dans le cadre de l'opération dite Bouclier du Nord, qui n'est qu'une préparation d'une possible opération à venir de plus grande envergure et que nous tentons de restreindre au possible. Mais la plupart des généraux disent que la défense antiaérienne devra se tenir prête sur les deux fronts concrètement. Cela signifie quoi en termes de logistique ? Être prêt simultanément sur deux fronts nécessite tout d'abord un système de renseignement de pointe en soutien aux opérations défensives et offensives sur chacun des deux fronts, et cela implique la mobilisation continue de tous les systèmes dont dispose l'État d'Israël pour actualiser en permanence les données sur les fronts en cause et dans notre cas sur le front nord en particulier, qui est plus large et complexe, mais aussi sur le front sud de Gaza. L'autre aspect, bien entendu, c'est d'être prêt à assurer notre défense afin d'éviter de se trouver non préparé à d'éventuelles surprises dans les airs, en mer et sur terre, et même sous terre, comme nous l'avons appris ces derniers jours. Enfin, troisième dimension, et pas moins importante, c'est-à-dire prêt à réduire les capacités de nuisance d'une opération ennemie, mais aussi de lui infliger des dégâts qui ramèneront ses capacités militaires à un niveau acceptable. Mais vous confirmez ce que Benjamin Netanyahou affirme, c'est-à-dire que le Hezbollah ne possède que quelques dizaines de missiles GPS. מדינת ישראל דיברה על הכניסה של הנשק הזה לחיזבאללה ובכלל בזירת הצפון כאחד מהקווים האדומים. L'État d'Israël évoque l'entrée de ces armes dans le dispositif du Hezbollah et en règle générale sur le front nord comme une des lignes rouges fixées au cours de ces dernières années. Et comme nous le constatons de temps en temps, des attaques ponctuelles contre des aéroports et installations en Syrie, dont certaines avaient pour objectif d'empêcher la circulation de ce type d'armes sophistiquées, d'Iran en Syrie et de là au Liban. Et je pense qu'en fin de compte, Tsahal a mené ses opérations de façon satisfaisante et est parvenu à empêcher l'introduction de ces armements sophistiqués dans les forces syriennes et du Hezbollah, en évitant un conflit global sur ce front, et c'est une mission extrêmement complexe. D'un côté, comment mener cette mission parfois même par la force armée, tout en agissant sans provoquer une guerre inutile dans le nord. ומצד שני משתדלים לעבוד כל הזמן מתחת לסף המלחמה ולגרום לזה שלא תפרוץ מלחמה שלא לצורך בצפון. Et il y a une particularité en Israël, c'est que l'unité de défense antiaérienne est complètement intégrée à l'armée de l'air. C'est pour mieux allier défense et attaque ? הכוחות האלה היום משולבים בעצם אותם משויכים בתוך זרוע אחת, Aujourd'hui, ces forces sont intégrées au sein de l'armée de l'air et c'est bien entendu le résultat de processus et d'entraînement conjoints, d'une symbiose entre les dispositifs qui utilisent leurs capacités de renseignement en matière de défense mais aussi d'attaque, mais aussi dans les dispositifs préventifs mis en place régulièrement par l'armée de l'air pour effectuer ces raids en Syrie. Mais tout ceci, je pense, est grave dans le patrimoine génétique de l'armée de l'air. Et en coopération avec les renseignements, la surveillance, la défense aérienne et les capacités des avions sans pilote et des avions hélicoptères de combat. Ça fait partie aussi de votre héritage, hein ? Je ne sais pas définir ceci en termes d'héritage. J'ai commandé la défense aérienne entre les années 2012 et 2015 et connu les opérations piliers de défense et bordures protectrices. Au cours de cette période, la défense aérienne a joué son rôle de façon satisfaisante, a fourni une défense aux populations civiles, aux installations stratégiques de l'État d'Israël, a empêché des destructions, mais le plus important, à éviter des pertes de vies humaines, civiles et militaires. La génération suivante connaît sa mission et continue à s'entraîner sans s'endormir sur ses lauriers et réussira. Optimiste donc, Shachar Shochat. Merci, brigadier général Shachar Shochat.
d'avoir été avec nous. Ils font partie de l'arsenal de renseignement de l'armée israélienne. À toutes ses frontières, les fameux ballons de surveillance, désormais mobiles. Nous sommes allés à la rencontre de la société qui les produit. Regardez. Quel est le rapport entre les frontières de Gaza et du Liban, le voyage du pape Francis en Colombie et les Jeux Olympiques de Rio? Ils sont ou ont tous été filmés par des ballons de surveillance, tous d'une société israélienne, Arte. Leur dernier né, le voici, nom de code Skystar 120. Un micro-ballon de renseignement mobile capable de voir ses objectifs à plus de 5 km de distance et qui peut suivre les opérations d'infanterie au sol, y compris en terrain ennemi. Le ballon est déjà prêt et fixé sur le système, avance en fonction de ce qu'on lui donnera comme ordre grâce à une voiture capable d'aller sur n'importe quel terrain topographique. On peut changer de position à n'importe quel moment, même lorsque le ballon est dans les airs. Objectif, établir une connexion vidéo qui sert les opérations comme le renseignement. Et ce type de ballon, on peut également les voir à la frontière du Liban. Une partie des outils de renseignement de l'opération Bouclier du Nord, face au tunnel du Hezbollah. Mais il n'y a pas qu'en Israël que l'on trouve ces ballons. Du Canada à moins 35 degrés, au Mexique à plus de 2500 mètres d'altitude, voire dans le désert en Afrique et les montagnes en Afghanistan. Ces ballons sont aussi conçus pour filmer tant de jours que de nuit. Un vrai outil du combat de demain. Ce ballon nous fait gagner énormément de temps. Ça peut être utile pour une force militaire qui avance ou un événement de sécurité intérieure où le commandant n'est pas satisfait du rayon de vision. C'est tellement simple. Vous faites redescendre le ballon, vous vous repositionnez et vous pouvez maîtriser à nouveau l'incident. Rami décide alors de nous emmener vers ce qui est considéré comme le père de ce mini-ballon de renseignement, capable d'emporter avec lui une caméra de 50 kg et surtout de filmer à plus de 15 km de distance à une hauteur de 500 mètres. Ce sont eux que l'on retrouve dans le ciel au-dessus de Gaza et des territoires. Il y en avait 14 déployés au cours de l'opération Bordure protectrice contre le Hamas en 2014. Vous construisez une tour d'observation de 500 mètres en moins d'une heure. Vous pouvez rester autant de jours que vous le souhaitez et quand vous souhaitez changer de position, il suffit de répéter la même opération. Une opération logistique bien moins contraignante que des missions de renseignement d'hélicoptères, voire de drones. Ou comment transformer un simple ballon rempli d'hélium en outil de renseignement ultra sophistiqué, un arsenal de plus dans la stratégie d'innovation militaire Made in Israël. Général Howard Bromberg, merci d'être avec nous, ancien commandant des forces antiaériennes américaines et aujourd'hui directeur général de Lockheed Martin. Question toute simple, quel est l'objectif de votre visite en Israël ? Merci pour votre question. Je suis très heureux d'être ici. C'est une conférence très intéressante pour Lockheed Martin. Cela nous permet de discuter avec des acteurs du secteur du monde entier, pas seulement israéliens. Nous coopérons ensemble en termes de missiles de défense dans le cadre de menaces complexes auxquelles les pays avec lesquels nous travaillons seront confrontés à l'avenir. Et c'est ce que nous faisons aussi en Israël. Nous parlons aussi bien avec les gouvernements qu'avec les industries de la manière dont nous pouvons coopérer face aux futures menaces qui se dessinent dans le monde entier. Au-delà des F-35 que produit Lockheed Martin, qu'est-ce que votre société peut apporter à la défense antiaérienne israélienne ? L'une de nos marques de fabrique est la technologie Hit to Kill, c'est-à-dire de destruction par impact. Nous utilisons dans nos systèmes d'armement et nos missiles. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens de faire évoluer cette technologie et cherchons à lutter contre les menaces qui sont de plus en plus sophistiquées. C'est l'une des raisons de notre présence à cette conférence. Nous voulons comprendre comment Israël appréhende les menaces auxquelles il est confronté et voir de quelle manière nous pourrions mieux coopérer ensemble à l'avenir. Mais est-ce que vous jugez qu'Israël est prêt face à ces menaces ? Il me semble que c'est une question surtout pour Israël et je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre, mais je suis très impressionné par ce que je vois en Israël. Le pays a une excellente approche en termes de missiles de défense, avec les nombreux systèmes qu'il y a aujourd'hui. C'est une industrie formidable développée par le gouvernement et nous sommes ici pour voir comment nous pouvons continuer à apporter notre aide pour la défense d'Israël et comment nous pouvons développer de nouveaux systèmes face aux menaces futures dans le monde entier. Question posée autrement, qu'est-ce que votre expérience dans des pays comme Bahreïn, Koweït et Irak peut apporter à Israël ?
Oui, comme vous l'avez dit, j'ai une expérience sur le terrain. En termes de missiles de défense à l'international, j'ai été dans de nombreux endroits quand je travaillais dans l'armée américaine. Et c'est cette expérience que j'apporte lors des discussions que nous avons. J'ai parlé avec des militaires israéliens quand j'étais en service et je continue de le faire maintenant. Nous avons beaucoup à apprendre de nos expériences respectives. Nous pouvons mutualiser nos savoirs et les mettre en application pour aider toutes les industries, pas seulement Lockheed Martin. Nous pouvons aussi informer les gouvernements, car les menaces sont de plus en plus complexes et elles sont en constante évolution. Comme nous l'a dit le commandant de la l'armée de l'air israélienne, nous devons réfléchir en permanence pour toujours avoir un coup d'avance par rapport à la menace. Et c'est comme ça que je me sers de mon expérience, pas seulement pour Lockheed, mais également quand je parle avec d'autres représentants des armées et des industries du monde entier. Merci, Général Bromberg. Je rappelle donc que vous êtes ancien lieutenant général de l'armée américaine. Voilà, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos replays, bien évidemment, sur notre site et tout au long de la semaine. Je ne pouvais conclure cette émission en ayant une pensée particulièrement émue à notre productrice Dvora. Et c'est dans ces moments difficiles qu'il faut être unis et surtout être ensemble. Toutes mes pensées à Dvora Charnes. Très bonne semaine sur i24 News.